Ensuite, nous en étions arrivés dans le travail des forces pressantes, et nous avions dit que le travail élémentaire des forces pressantes était de la forme delta W égale moins P extérieur dV, donc à retenir par cœur. Nous avions établi que dans le cas d'une transformation finie partant d'un état initial pour aller à un état final, eh bien, le travail des forces pressantes va être l'intégration de ce travail élémentaire sous la forme intégrale entre l'état initial et l'état final de P, moins P extérieur dV. Alors le moins qui est là en fait est super important puisqu'il permet de comprendre ce qui se passera dans le cas d'une détente et dans le cas d'une compression. J'avais aussi dit que dans le cas général, ce calcul n'était pas faisable si on ne connaissait pas l'expression de la pression extérieure dans son évolution avec le volume. Cependant, il y a des cas très simples qui vont apparaître très souvent. Premier cas, supposons que le piston est bloqué. Celui-ci ne bouge pas. Et bien dans ce cas-là, le volume est constant pour le système. Si le volume est constant, il n'y a pas de travail des forces extérieures, puisqu'un travail exercé par une force nécessite un déplacement. Et donc ici, dans ce cas-là, bien évidemment, dans le cas d'une transformation isochore, eh bien, le travail des forces pressantes est nul. Résultat à connaître par cœur. De la même manière, il y a un cas qui est très important, qui est le cas d'une transformation monobar, puisqu'on avait dit qu'une transformation est monobar si la pression extérieure est constante. Dans ce cas-là, eh bien, si la pression extérieure est constante, eh bien, le travail des forces pressantes devient W extérieur, W pression égale moins P extérieur fois V2 moins V1. Alors avec une belle coquille ici, hein, c'est pas zéro mais constant. Je poursuis. Troisième cas emblématique, qui est le cas d'une transformation quasi-statique. Alors je l'avais expliqué tout à l'heure. Si une transformation est quasi-statique, c'est-à-dire que vous déplacez le piston très lentement. Dans ce cas-là, tout se passe comme si, en fait, à chaque instant, le gaz à l'intérieur du cylindre eh bien, était en équilibre avec le gaz qui était à l'extérieur ou avec la force extérieure. Auquel cas, comme le piston est à l'équilibre, bah, force à gauche égale force à droite, ce qui donne en fait pression à gauche égale pression à droite. Autrement dit, dans le cas d'une transformation quasi statique, eh bien, la pression interne du gaz vaut eh bien, la pression extérieure. Auquel cas, delta W devient égal à moins PDV. Alors attention, le moins PDV n'est valable que dans le cas quasi statique. Alors justement, on peut réfléchir à cette notion de quasi-staticité. Alors, je vais prendre simplement un exemple tout bête. Je prends un piston qui est fermé, enfin un cylindre qui est fermé par un piston. Ce cylindre est vertical. Et puis, au départ, j'ai uniquement l'atmosphère. C'est l'état initial. Alors en fait, vous avez le gaz qui va être en équilibre avec le piston. Alors il faudrait tenir compte de la masse du piston, de la pression extérieure, de la pression atmosphérique et de la pression interne. Et pour faire simple, si on réfléchit un peu, on dira que la pression à l'intérieur du gaz vaut la pression de l'atmosphère plus le poids du piston divisé par la section du piston. Maintenant, supposons qu'on rajoute une grosse masse. Dans ce cas-là, on va avoir une compression du gaz et l'état final va correspondre à une pression finale qui vaut eh bien, la pression initiale plus l'effet de la masse. Alors si je néglige la masse du piston dans toute la suite, je dis que la masse du piston est très faible par rapport à la masse qui a été posée ici, eh bien, ça me donne une pression finale qui vaut la pression atmosphérique plus eh bien, la pression exercée par la masse grand M, donc c'est mg sur S. Et elle est bien sûr supérieure à la pression initiale. En fait, cette compression du gaz s'est accompagnée d'une augmentation de la pression du gaz, à retenir par cœur. Donc diminution du volume égale augmentation de la pression. Alors, cette compression, on peut la faire de plein de manières. On peut poser brutalement la masse sur le piston, auquel cas le piston va descendre très rapidement, et on dira que la compression est brutale. Mais alors si la compression est brutale, c'est-à-dire que autant l'état initial est un état d'équilibre, autant l'état final est un état d'équilibre, autant il n'y a pas d'équilibre entre les deux. Autrement dit, c'est une transformation qui n'est pas, dans ce cas-là, quasi statique. C'est une transformation brutale. Ce point est très important. Par contre, si je pars du même état initial pour arriver au même état final,
mais que, au lieu d'ajouter la masse d'un coup d'un seul, je me rajoute un grain de sable, un autre grain de sable, un autre grain de sable, si bien que la somme des grains de sable fait la somme grand M. Et ben, en rajoutant un petit grain de sable, le piston ne bouge quasiment pas. Et vous avez une transformation qui est telle que le piston se déplace infiniment lentement, et vous avez quasiment un équilibre à chaque instant. C'est ce qu'on va appeler une transformation quasi-statique. Autrement dit, en fait, une transformation quasi-statique, c'est un modèle mathématique, qui est d'ailleurs assez difficile à obtenir, pour lequel on a réussi à faire varier infiniment lentement eh bien, les paramètres extérieurs, que sont ici par exemple la masse extérieure et la pression extérieure. Continuons. On va essayer de donner une interprétation assez classique, on va dire, de ce travail. Alors on va essayer de représenter dans toute la suite les transformations de ces gaz, par exemple. Alors on va beaucoup s'intéresser aux gaz parce que c'est assez facile à comprendre. On va s'intéresser en fait au cas de ce qu'on appelle le diagramme de Clapeyron. Alors on a déjà étudié un diagramme de Clapeyron, hein, c'est l'étude d'une transformation où on représente l'évolution de la pression en fonction de l'évolution du volume. Alors imaginons en fait qu'on étudie le cas, premièrement, eh bien, d'une détente. Alors je vous rappelle qu'une détente, c'est une situation où le volume augmente et concomitamment, eh bien, la pression diminue. C'est ça, oui, la pression diminue, ce qui est assez logique. Donc le volume augmente, la pression diminue, ça c'est logique. Eh bien, ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, le volume augmentant, ben, si on étudie les choses de manière quasi statique, eh bien, on dit que le travail vaut eh bien, moins PDV. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire moins PDV? On réfléchit un peu. Si on part de V pour aller à V plus dV, eh bien, si on part de V pour aller à V plus dV, ben, la quantité dV ici, elle est positive puisqu'on est dans le cas d'une détente. Le volume augmente, dV est positif. Et si on fait le produit P dV fois P, ben, en fait, à la limite différentielle, c'est l'air sous la courbe. Et alors, ben, il y a un signe moins. Donc en fait, on comprend bien que dans le cas d'une transformation qui est une détente, PDV est un nombre positif, delta W est un nombre négatif, et donc ça veut dire que le travail, c'est l'opposé de l'air sous la courbe. On recommence. Dans le cas d'une compression, alors ici on va aller de la droite vers la gauche, le volume diminue, la pression augmente. Bah, si on passe de V à l'instant T à V plus dV à l'instant T plus dt, alors ici dV est un nombre négatif, c'est-à-dire que le volume a diminué. Auquel cas, ce qui se passe, c'est que eh bien, le produit PDV est négatif, le produit moins PDV est positif, et donc ça veut dire que dans le cas d'une compression, eh bien, moins PDV, qui est le travail, eh bien, c'est exactement la valeur de l'air sous la courbe. Si maintenant j'étudie le cas d'une transformation cyclique, donc qui est par exemple celle-ci, où je pars d'un état initial, je vais vers un état intermédiaire et je finis vers le même état initial, qui est l'état final, eh ben, c'est comme si j'avais une détente, puis une compression. Et ben, auquel cas, ça veut dire que à ce moment-là, le travail sur le cycle, qui est donc l'intégrale sur le cycle de moins PDV, ben, en fait, si on réfléchit un peu, c'est l'air au signe près sous cette courbe-là, moins l'air, enfin, plus, alors plus ou moins, alors il faut réfléchir un peu, et après il y aura l'air au-dessus de la courbe, enfin, sous la courbe du dessus. Alors la plus grande des deux, c'est celle qui est en dessous. Alors si on réfléchit un peu, alors je vous laisse passer du temps dessus, en fait vous remarquerez que si on a un cycle qui est orienté dans le sens eh bien, des aiguilles d'une montre, alors ce qui est le cas du dessin ici, donc le cycle, vous voyez qu'il est orienté dans le sens, alors pardonnez-moi, le dessin est ici orienté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, eh bien, le travail va être négatif. Je perds le fil de mes idées, excusez-moi. Alors ici, ce travail-là était positif, positif, négatif. Donc positif, c'était celui-là, d'accord, ok. Donc je recommence, pardonnez-moi. Si en fait le cycle est orienté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors auquel cas le travail complet va être positif. C'est ce qu'on appelle un cycle récepteur. C'est-à-dire qu'un cycle est récepteur lorsque, au cours d'un cycle, eh ben, vous recevez plus de travail que vous n'en fournissez. Donc ici, le travail
de compression, donc le travail associé à la compression, en fait, est plus grand que le travail en valeur absolue associé à la détente, et donc ça veut dire que globalement, vous recevez plus d'énergie que vous n'en donnez. A l'inverse, si le cycle avait été orienté dans le sens des aiguilles d'une montre, bah, c'est ce qu'on appelle un cycle moteur, c'est-à-dire que la détente va fournir énormément d'énergie à l'extérieur, et vous allez en récupérer une petite partie quand vous allez être comprimé. Alors, maintenant qu'on a cela, on peut revenir sur l'interprétation de l'entropie, de l'enthalpie, excusez-moi, de l'enthalpie grand H. Alors, je vais vous laisser regarder les détails de la démonstration, mais on pourra noter simplement que le premier principe peut s'écrire de plein de manières. Alors au départ, on l'a écrit sous la forme delta U égale W plus Q. À présent, si on se place explicitement dans les cas où la transformation est soit monobar, soit isobar, donc dans les deux cas, monobar et isobar, et j'insiste dans ces deux cas-là, eh bien, dans ce cas-là, on peut remarquer que la variation d'enthalpie est une mesure directe du transfert thermique. Retenez ce résultat qui est fondamental en chimie. Donc, je reprends ce truc, je vous laisse regarder les détails de la démonstration, c'est pas très compliqué. Pour une transformation monobar ou isobar, ce qui est super important en chimie, puisque en chimie, généralement, vous allez avoir une pression extérieure qui est constante, c'est la pression atmosphérique, eh bien, la variation d'enthalpie est une mesure directe du transfert thermique. Et là, on a donc une interprétation physique de l'enthalpie. L'enthalpie, c'est quelque chose qu'on a inventé pour pouvoir mesurer directement le transfert thermique en masquant les effets du travail des forces pressantes. Transfert thermique. Alors, transfert thermique, ça va être assez succinct puisque c'est l'objet de 2 chapitres en deuxième année. Je dirais simplement que ce qu'on appelle les transferts thermiques, et ça c'est un point culture important, c'est un mode de transfert thermique. Enfin, les transferts thermiques ne peuvent se faire que de 3 manières différentes. Ils peuvent se faire par la conduction, par la convection et puis par le rayonnement. Et vous devez savoir en fait ce que c'est que les 3. Premièrement, le rayonnement thermique, en fait c'est la situation typiquement, on va dire, d'une ampoule chauffée qui va rayonner des ondes électromagnétiques autour de vous. Et le simple fait en fait de rayonner des ondes électromagnétiques, eh bien, va vous transmettre de la chaleur. C'est typiquement ce qui se passe lorsque vous bronzez, finalement. Maintenant, plus intéressant, c'est la question de la conduction thermique. Alors l'autre nom, bien sûr, de la conduction thermique, c'est la diffusion thermique. Alors vous le verrez l'année prochaine, mais ce qu'on appelle la diffusion, c'est un transfert microscopique. Et donc typiquement, c'est simple, je pose ma main sur une surface chauffée, eh bien j'ai une conduction thermique, c'est-à-dire que j'ai un transfert de chaleur par contact direct. Et puis, troisième mode, eh bien la convection thermique. Alors, on peut imaginer la chose simplement, pour refroidir ma soupe, eh bien je veux simplement souffler dessus. En soufflant dessus, je crée ce qu'on appelle des courants de convection, et ces courants de convection vont emporter de la chaleur par mouvement macroscopique d'air. Alors, question classique en fait d'oral, vous devez savoir que la différence profonde entre la conduction et la convection, c'est que d'un côté c'est un phénomène microscopique lié à l'agitation thermique, et de l'autre c'est un phénomène macroscopique lié à un mouvement mésoscopique ou macroscopique de matière. Nous avions défini dans le cadre de la théorie cinétique des gaz parfaits d'autres grandeurs, auxquelles on va donner maintenant un sens profond. Nous allons définir dans toute la suite 2 grandeurs à connaître par cœur, qu'on appelle la capacité thermique. Premièrement, CV à volume constant, deuxièmement à pression constante, qui est définie séparément par CV égale d rond U sur d rond T à volume constant, et Cp égale d rond H sur d rond T. Alors, la notation V et P, rappelez-vous, elle est importante, elle signifie qu'on a bloqué d'un côté le volume et on a bloqué la pression de l'autre. Autrement dit, la capacité thermique à volume constant, c'est l'étude de la variation d'énergie interne lorsque la température varie, tout en maintenant le volume du système bloqué. Et de la même manière pour Cp, mais attention, là d'un côté c'est U, et attention de l'autre côté c'est H. Alors, je fais un ensemble de calculs, vous allez simplement retenir cette idée, je vous laisserai lire les détails, c'est que vous devez retenir une interprétation de la capacité. Et je vous la donne tout de suite. C'est que, de manière générale, une capacité thermique, c'est la mesure du transfert thermique qu'il faudrait opérer
pour voir augmenter la température de 1 degré. Donc, je reviens dessus. La capacité thermique à volume constant, c'est grosso modo la mesure de l'énergie interne qu'il faudrait transférer, du transfert thermique qu'il faudrait opérer pour que l'énergie interne augmente de... Je reprends ma phrase, excuse-moi. La capacité thermique à volume constant, c'est la mesure du transfert thermique qu'il faudrait opérer à volume constant pour que la température augmente de 1 degré. Traduction, pour que la température augmente de 1 degré, il faudrait qu'il y ait une variation delta T de 1 degré, ou de 1 Kelvin. Dans ce cas-là, j'aurais une variation d'énergie qui vaudrait CV fois la variation de température, et ça serait delta U. Et de la même manière, pour CP, ça serait la mesure de l'énergie du transfert thermique qu'il faudrait opérer à pression constante pour que la température du système augmente de 1 Kelvin ou de 1 degré, ça revient au même. Je vous laisse lire les détails de la démonstration. Dans le cas du gaz parfait, nous avions étudié ce qui se passait. Alors, je vous rappelle ce que vous aviez dû retenir dans le cas des gaz parfaits. Dans le cas des gaz parfaits, on avait introduit bien sûr l'énergie interne. On avait dit que l'énergie interne, c'était la mesure de l'énergie microscopique. Alors, dans le cas du gaz parfait, c'est essentiellement de l'énergie cinétique microscopique. On peut définir grand H, on peut définir CV, on peut définir CP. Alors, vous allez voir que c'est assez important dans les cours suivants. On peut définir aussi des grandeurs par unité de masse. Alors, dans toute la suite du cours de thermodynamique, je définirai les grandeurs globales par des lettres majuscules et les grandeurs massiques par des lettres minuscules. Autrement dit, petit u, qui est égal à grand U sur petit m, c'est l'énergie interne par unité de masse. De la même manière, petit h, c'est l'enthalpie par unité de masse. Petit cv, c'est la capacité thermique massique à volume constant. Et je pourrais définir de la même manière des grandeurs molaires. Ce que je ferai beaucoup moins parce que je ne suis pas en chimie. Résultat que nous devons tous connaître par cœur parce que nous l'avons étudié. Alors je vous les redonne, les 2-3 résultats que vous devez connaître par cœur. Première loi de Joule, qui dit que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Et dans le cas d'un gaz parfait monoatomique, elle vaut 3,5 de nRT. Dans le cas d'un gaz parfait diatomique, elle vaut 5,5 de nRT. Et vous devez absolument savoir que la différence profonde entre ces deux situations, c'est la prise en compte de ce qu'on appelle les termes de rotation. La rotation de la molécule. Donc, 3,5, 5,5, on retient par cœur. On peut donc en déduire CV très facilement en disant que c'est la dérivée par rapport à la température, et on obtient CV égale 3,5 de NR dans le cas du gaz parfait monoatomique, 5,5 de NR dans le cas du gaz parfait diatomique. Alors on peut facilement aussi écrire l'enthalpie, puisque dans le cas d'un gaz parfait, on connaît le produit PV, et le produit PV c'est nRT. On peut donc en déduire l'enthalpie. Et donc on peut en déduire CP très facilement. De manière générale, on peut définir en physique quelque chose qu'on appelle le rapport des capacités. Il est noté gamma, et on dit que c'est le rapport entre CP et CV. Eh bien, je peux démontrer très facilement, je vous laisse regarder tous les détails, que dans le cas d'un gaz parfait, la différence CP-CV, elle vaut NR. Ça veut donc dire que la capacité thermique à pression constante, elle est plus grande que la capacité thermique à volume constant. Autre traduction, il faut plus d'énergie pour chauffer un système en maintenant sa pression constante qu'en le chauffant en maintenant son volume constant. À retenir par cœur, si vous bidouillez tous ces calculs-là, vous arrivez très vite à démontrer que CV égale NR sur gamma-1, CP égale gamma NR sur gamma-1. À retenir par cœur. Et d'ailleurs, vous pourrez remarquer une chose, c'est que dans ce cas-là, je connais la valeur de gamma. C'est que dans le cas d'un gaz parfait monoatomique, gamma vaut 5 tiers, 1,66, et dans le cas d'un gaz parfait diatomique, c'est 1,4. Cette valeur, gamma égale 1,4, ne vous sera pas toujours donnée dans les sujets, vous devez la connaître par cœur, puisque le gaz parfait diatomique emblématique, ça va être le cas de l'air. Donc vous devez connaître cette valeur par cœur, parce qu'elle apparaîtra tout le temps. Deuxième étape, dans tout le programme de thermodynamique, on va distinguer
euh, le cas des phases diluées, que sont le gaz, et puis des phases condensées, qui sont les liquides ou les solides. Alors on va faire un modèle simplifié qui sera valable dans tout le cours de prépa, qui est de dire que, sauf mention contraire, eh bien, dans le cas d'une phase condensée, on va considérer qu'elle est indilatable et incompressible. Sans rentrer dans les détails, on peut démontrer que ça veut dire que dans ce cas-là, les deux capacités sont quasiment identiques. Et donc, à retenir par cœur, dans le cas des phases condensées, liquide ou solide, on considérera donc que le volume est constant et que les deux capacités thermiques sont les mêmes et on les notera tout simplement grand C. La conséquence immédiate, c'est que si vous ne prenez pas en compte la variation du volume pour une phase condensée, eh bien, la variation de l'énergie interne et la variation de l'enthalpie, c'est la même chose. C'est directement CdT. Alors, la valeur la plus connue de la capacité, c'est bien sûr la kilocalorie. La kilocalorie correspond à la capacité thermique massique de l'eau liquide à température ambiante. Elle vaut 4180 joules par kilogramme par Kelvin. Attention aux unités. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est utilisée en diététique pour mesurer finalement l'énergie fournie par les aliments. Définition, très importante pour le cours de machine thermique. Eh bien, maintenant on peut revenir sur la notion de source de chaleur. On peut dire qu'une source de chaleur, ce n'est rien d'autre qu'un corps de très grande capacité thermique. Autrement dit, vous imaginez l'atmosphère. Si je fais un transfert thermique avec l'atmosphère, finalement l'atmosphère va absorber ça sans voir sa température varier. Maintenant que nous avons fait cette partie, nous allons faire juste une petite pause et puis nous allons reprendre après.